tout le monde et merci d'être présent à cette petite présentation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de l'étude menée sur le rôle de l'arbre dans le milieu urbain. Et cette étude s'inscrit dans la continuité du travail de thèse qui a été mené à Strasbourg en 2014. Donc le but est de démontrer le potentiel des arbres dans l'amélioration du bien-être et de la population urbaine. Alors, dans son environnement, l'arbre est considéré comme un poumon vert. Il purifie l'air, réduit les impacts du changement climatique. Il est l'habitat et le support pour de nombreuses espèces animales et des insectes. Donc, il pousse tout seul, sans besoin d'entretien ni d'intervention humaine. Alors, on prend cet arbre et on le met dans le milieu urbain et on lui demande quand même de nous émerveiller, d'améliorer notre bien-être. Alors, c'est ce qu'il fait réellement. Il nous procure un éventail de bénéfices et ce malgré toutes les contraintes du milieu urbain qui ne font que l'affaiblir. Donc, il y a la pollution atmosphérique, il y a la température élevée, le sol compacté et la compétition aux arbres. Donc l'arbre essaye de faire face à tout ça, mais des fois il peut en souffrir, il peut même devenir dangereux. Alors, Francis Allais disait que c'est nous qui rendons les arbres dangereux, donc en leur imposant des petites fosses de plantation, en créant des plaies au passage des engins d'entretien. Ces blessures mécaniques vont être la niche des parasites et des champignons qui vont affaiblir l'arbre et nous obligent par la suite de les abattre. Donc il y aura toujours des coûts par rapport aux abattages et par rapport à des entretiens liés peut-être à des petits problèmes d'entretien. Alors dans ce cadre, pour que l'arbre puisse s'adapter convenablement à son nouveau territoire artificialisé, il faut penser avant tout qu'il est un être vivant, qu'il a simplement besoin d'un peu de soleil, d'eau et d'espace. Donc depuis plusieurs années, l'intégration des arbres dans les villes a été pour un but purement esthétique. On a cherché de créer des ambiances, que ce soit à travers des couleurs ou à travers des formes qui sont souvent géométriques. Or, l'arbre a une valeur ajoutée sur le climat, sur la qualité de l'air, sur la santé, et cet ensemble de valeurs est connu aujourd'hui sous le nom des services écosystémiques. Donc l'arbre réduit la température par l'ombrage direct et par l'évapotranspiration. Il réduit aussi de 30% la consommation énergétique liée à la climatisation. Il élimine les particules fines de l'atmosphère à travers l'interception, ou alors il élimine les polluants gazeux à travers l'absorption et l'adsorption. Il stocke et séquestre le carbone grâce à la photosynthèse. Il est aussi le support pour la biodiversité et l'agriculture urbaine. Enfin, il contribue à la santé et le bien-être de la population, donc à la cohésion sociale, la réduction des effets de stress et aussi la réduction de quelques infections liées à certaines bactéries. Donc l'enjeu aujourd'hui est d'intégrer ces services dans la politique de développement des villes et dans les stratégies climatiques. Et dans la majorité des villes, les plans de plantation ne prennent malheureusement pas en compte ces enjeux. Alors l'interaction qui peut exister entre le changement climatique et l'infrastructure verte, notamment la végétation arborée, se présente en trois éléments, la contribution, la vulnérabilité et les effets. Donc la vulnérabilité concerne le degré de faiblesse du patrimoine arboré ou sa capacité d'adaptation face au changement climatique. La contribution concerne le potentiel des arbres urbains à produire des services à la population et à aider la ville à s'adapter face à ces changements climatiques. Et les effets représentent les effets du changement comme les précipitations, l'augmentation de température, et le changement de la qualité du sol sur la capacité des arbres à se développer et à produire des services. Donc aujourd'hui, je vais parler rapidement de ces trois aspects-là. Donc je vais un peu évoquer les effets du changement climatique sur les arbres, mais j'illustrerai la vulnérabilité et la contribution en présentant l'étude qui a été menée à Liège en 2019 et 2020.
Alors, pour étudier la contribution des arbres et tenter de comprendre leur vulnérabilité, nous avons lancé une étude l'an dernier permettant de quantifier les services de régulation rendus par les arbres. Donc, il y a la régulation du climat à travers le stockage et la séquestration de carbone, la réduction de la pollution atmosphérique, la réduction de la température et la rétention des eaux de ruissellement. Cette étude a été basée à la fois sur la collecte de données numériques. Donc, on a collecté les données liées à la concentration des polluants de l'air, des données climatologiques et des données géospatiales, donc comme le couvert arboré, l'occupation du sol et la surface végétalisée. Il y a aussi les données de terrain qui représentent la base de notre modélisation. Alors, les géodonnées ont permis de créer un échantillon aléatoire représentatif de la végétation arborée de la ville. Cet échantillon est constitué de 223 placettes qui ont été distribuées aléatoirement à l'aide des outils SIG. Et donc, cet échantillon, ces placettes, ont fait l'objet d'une campagne de mesure de terrain pendant l'été dernier, l'été 2019. Et au niveau de chaque, donc il y a eu des passages au niveau de chaque placette, et tous les arbres au niveau de toutes ces placettes ont été mesurés, donc en relevant les espèces, en relevant le diamètre à la hauteur de la poitrine, 3 types de hauteur, en relevant aussi le facteur d'exposition à la lumière, le facteur de dépérissement, la projection de la couronne, et il y a aussi plusieurs autres variables. Donc l'ensemble de ces variables a été introduit dans le modèle et ont été associés avec les données de la qualité de l'air, des données climatologiques. Et donc on a permis, le modèle nous a permis de calculer les indicateurs biophysiques suivants, donc la surface foliaire, la biomasse, l'indice de décomposition, la vitesse de dépôt, les taux des émissions biogéniques. Donc l'ensemble de ces indicateurs ont permis de donner une information sur la structure de la végétation arborée de la ville de Liège, et aussi ils ont permis de quantifier les services que j'ai mentionnés avant. Donc ça, c'était la première partie du travail, et puis on aimerait aller plus loin, donc en faisant des analyses statistiques et en cartographiant les résultats que nous avons obtenus. Donc, on a deux types d'indicateurs qui ont été produits par la modélisation. Donc, il y a des indicateurs d'état et des indicateurs de performance. Et je parlerai des indicateurs d'état en les orientant vers l'étude de la vulnérabilité des arbres urbains. Donc, concernant la composition, l'étude de la diversité spécifique montre que les pourcentages des espèces à l'échelle de la ville de Liège ne dépassent pas les 15%. Les espèces les plus dominantes sont le chêle sicile, le hêtre commun et le bouleau verruqueux. Ces pourcentages sont liés au fait que nous avons travaillé sur toute la strate arborée de la ville, donc en incluant le public et le privé, en incluant aussi le campus de Sartillement et les terrils. Ces pourcentages, et en suivant les recommandations des chercheurs Miller et Miller en 91, montrent que la palette arborée présente un potentiel intéressant en termes de résistance face aux maladies et aux parasites. En revanche, cette information doit être prise avec beaucoup de précaution, car notre échelle d'étude est toute la ville. Donc, le pourcentage de dominance des espèces sera certainement différent si l'on se focalise uniquement sur les arbres gérés par la ville, donc sur les arbres d'ornement. En termes de surface foliaire, qui présente l'interface d'échange entre les arbres et l'atmosphère, on est sur une surface d'environ 14 800 hectares, donc soit l'équivalent de 2 fois la taille de la ville de Liège. Donc, si on étudie sa distribution par rapport aux espèces, on voit que cette surface est principalement produite par le hêtre, le platane et l'érable, avec des pourcentages respectifs de 15, 12 et 9%. Donc, l'enjeu est de pouvoir protéger ce potentiel
essayer de trouver un moyen à long terme de le maintenir, car on sait que, par exemple, que pour le hêtre, c'est une espèce qui est de moins en moins, enfin, qui est de plus en plus vulnérable face au changement climatique, mais même si des études en Belgique ont montré que cette espèce a adapté sa physiologie au climat. Il y a aussi l'enjeu du platane, qui est peut-être en surreprésentation pour les arbres d'ornement de la ville de Liège. Et donc, cette espèce, elle est maintenant ravagée au sud de la France. Donc, il faut peut-être intégrer cette information-là pour pouvoir essayer de trouver un équilibre à moyen terme et pour pouvoir maintenir cette surface foliaire. Alors, concernant la structure d'âge, on a 29% de la population des arbres qui a un diamètre inférieur à 15 cm et environ 19% des arbres ont un diamètre qui est supérieur à 45, donc environ 46 cm. Cette information est intéressante dans le sens où actuellement, 29% de la population a un potentiel intéressant en matière de séquestration annuelle du carbone, c'est-à-dire en matière d'absorption de carbone, et 19% représente en quelque sorte le réservoir. Donc, tout le carbone, il est en quelque sorte stocké par 19% de cette population. D'autant plus qu'il est connu que les jeunes arbres sont beaucoup plus résilients que les vieux arbres, mais par contre, les vieux arbres ont un potentiel très important et plus important en matière de production de services écosystémiques. Donc, l'enjeu est double. Donc, à savoir, il faut maintenir le réservoir et le stabiliser avec une gestion adéquate. Et d'autre part, optimiser les services produits par les arbres en croissance. Alors, j'ai cité ici deux variables de la vulnérabilité propre au patrimoine arboré, mais cette vulnérabilité est aussi liée à d'autres facteurs extérieurs, comme le manque d'espace, la compaction du sol et la nature qui est relativement pauvre du sol dans le milieu urbain, et aussi le manque d'eau. Donc, l'idéal serait de pouvoir travailler sur tous ces aspects et avoir une vision beaucoup plus globale en intégrant tous les facteurs qui peuvent agir sur la vulnérabilité de la palette végétale arborée. Donc, c'est ce qu'on souhaite de faire voilà, dans les quelques semaines ou les mois à venir. Je précise aussi que j'ai uniquement abordé ici la diversité spécifique, donc des analyses beaucoup plus approfondies comme l'étude de la diversité fonctionnelle, la diversité génétique ou l'étude des écotypes doivent être faites pour mieux comprendre le patrimoine existant et essayer de trouver des stratégies qui permettent de créer une dynamique et régénérer d'autres équilibres en fonction du climat futur. Alors, concernant la contribution, donc ici, on va plutôt parler de la production des services donc, ou des bénéfices par les arbres urbains. Et on a trouvé que à l'échelle de la ville de Liège, les arbres, ils ont réussi à stocker 318 000 tonnes de carbone et ont séquestré pendant une année environ 7 800 tonnes. Donc j'ai ici cité la séquestration nette qui, en prenant en considération le facteur de décomposition des arbres. En termes d'espèces, on trouve que les espèces les plus performantes à Liège sont le hêtre, le platane, l'érable et le chêne. Je veux aussi préciser ici que le but n'est pas de faire un listing des espèces ou de privilégier une par rapport à une autre, mais c'est plutôt de donner une information par rapport à ce potentiel existant et avoir un état des lieux de ce que les arbres peuvent produire actuellement. Mais si ça se trouve, par exemple, le hêtre et le platane, bon, une de ces espèces va peut-être avoir des perturbations, va subir des perturbations et du coup, elle sera un peu vulnérable et fragilisée. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir se dire que, par exemple, s'il y a une maladie qui va toucher les hêtres, il faut penser à ce qu'il y ait 50 000 tonnes de carbone qui seront émis dans l'atmosphère si vraiment cette espèce va être touchée. Donc, le but, c'est de pouvoir se dire, il faut vraiment protéger ce qui est déjà à l'intérieur des arbres et faire en sorte pour que cette quantité-là ne soit pas émise dans l'atmosphère.
Je souhaite aussi montrer une analyse statistique qui a montré, cette analyse a été faite à l'échelle de la ville de Strasbourg, mais le travail sera fait pour la ville de Liège. Et cette analyse montre que par pied d'arbre, un arbre dans une zone résidentielle séquestre plus de carbone qu'un arbre au niveau d'une zone forestière. Donc, l'arbre urbain croît plus vite qu'un arbre en milieu forestier parce qu'il a plus de lumière et moins de compétition. Mais il y a un autre facteur qui doit être pris en considération, c'est la variation de la durée de croissance, qui est beaucoup plus importante dans le milieu urbain que le milieu forestier à cause de l'augmentation de la température. Des études à Boston ont montré qu'il y a une différence de 2 semaines entre la ville et le milieu rural, et cela a un impact considérable sur la séquestration de carbone. Ce schéma prouve aussi que l'arbre urbain est bien fonctionnel en termes de séquestration de carbone, mais cette information est à prendre avec précaution car l'arbre urbain est soumis à de nombreuses contraintes qui augmentent le risque de mortalité et réduisent sa durée de vie. Donc, un arbre urbain vit à une croissance rapide, certes, mais meurt malheureusement jeune. Donc, dans ce cas, il faut se dire que l'arbre est un allié pour réduire le CO2 de l'atmosphère, mais il faut bien l'entretenir et le protéger contre les agressions anthropiques. Après, ce n'est pas non plus le service le plus produit, donc le plus pertinent pour les arbres urbains. Il y a plutôt la réduction de la température et la réduction des eaux de ruissellement. Donc, concernant la réduction de la température de la ville de Liège, bah, cette analyse, elle sera faite peut-être d'ici 2-3 mois si on arrive à le faire. Donc, concernant la qualité de l'air, je souhaiterais ici faire référence aussi à Francis Allais qui dit que la matière qui compose l'arbre vient de l'air. Il considère l'arbre comme un amas de polluants atmosphériques. Donc, ces polluants bloqués dans les arbres, que ce soit à travers l'interception ou l'absorption. Donc, il y a aussi d'autres mécanismes d'absorption, enfin de rétention de la pollution. Et donc, ces polluants ne sont plus dangereux pour l'eau. Et à l'échelle de la ville de Liège, on a trouvé que les arbres éliminent environ 75 tonnes d'ozone, environ 69 tonnes des particules fines PM10 et 8 tonnes les particules fines PM2,5. Donc dans l'absolu, ces valeurs sont importantes, mais il faut peut-être les normaliser en fonction des émissions produites à l'échelle de la ville. Et donc si on prend ces valeurs-là, on trouve que les arbres, ils ont réussi à éliminer 17% des PM10 émis à l'échelle de la ville et 2,7% des particules fines PM2,5 émises à l'échelle de la ville de Liège. Donc, ce sont de premières valeurs à affiner, bien sûr. Et donc, on est en train d'en parler, d'en discuter avec le réseau CELIN et la WAC pour avoir des valeurs beaucoup plus précises à l'échelle de la ville. Et donc, par exemple, pour les PM10, donc la valeur de 17%, elle est quand même importante. On a trouvé une valeur de 7% à Strasbourg. Et c'est peut-être aussi lié au fait qu'on a beaucoup plus d'émissions à Liège qu'à Strasbourg. Il y a d'autres facteurs qui peuvent agir. Et une étude comparative serait intéressante pour voir un peu les différents mécanismes agissant sur la réduction de la température, réduction de la qualité de la pollution atmosphérique. Il faut aussi savoir que c'est vrai que l'arbre, il a un impact sur la qualité de l'air, mais ce n'est pas la solution miraculeuse pour atténuer ce problème. Donc, c'est ce qui a été aussi dit lors de l'expertise faite à Strasbourg. Et donc, il faut vraiment associer donc, le rôle de l'arbre dans l'amélioration de la qualité de l'air à d'autres stratégies comme la réduction de la pollution, la réduction des émissions des sources locales ou le développement de la mobilité douce. Alors, en termes de rétention de ruissellement, on a trouvé que les arbres de la ville de Liège,
ils ont permis d'éviter le ruissellement de 560 000 mètres cubes d'eau de pluie. Donc, c'est l'équivalent de 149 piscines olympiques. Et on voit que ce potentiel de rétention, il varie significativement en fonction du pourcentage d'imperméabilisation du sol. Donc, on voit que les forêts et les parcs contribuent à 52% de ce potentiel de rétention. Les transports, le réseau de transport, malheureusement, uniquement à 4%, mais on voit que le résidentiel, il a aussi une contribution importante, donc de l'ordre de 27%. C'est lié au fait qui est, ça prouve le rôle des jardins privés dans ce service-là et aussi la présence d'arbres de grande taille au niveau de ces jardins. Donc voilà, j'ai présenté un peu les résultats préliminaires de cette étude et on aimerait vraiment aller plus loin dans la réflexion en étudiant la distribution spatiale de ces services et étudier les inégalités d'accès à ces services-là. Donc est-ce que l'accès aux services écosystémiques va être corrélé avec, par exemple, avec la pauvreté, enfin, avec les indices de pauvreté ou avec les indices socio-économiques? On aimerait vraiment aller dans cette discussion-là. Et puis, on souhaiterait aussi étudier la synergie entre les différents services écosystémiques pour favoriser des stratégies et pour appuyer l'idée d'avoir des espaces multifonctionnels. Parce que, par exemple, on sait très bien que certains services de régulation ne sont pas forcément compatibles avec certains services culturels. Et donc, il faut peut-être avoir une réflexion avec les planificateurs, avec les citoyens, pour voir cette synergie-là. L'idée aussi, c'est de pouvoir croiser ces informations, nos résultats avec les cartes des îlots de chaleur urbains et le risque d'inondation, afin de trouver donc les hotspots, là où on doit vraiment agir en priorité pour remédier à ces problèmes d'îlots de chaleur ou d'inondation. Et puis, l'idée aussi, c'est de pouvoir croiser nos données avec celles des gestionnaires de la ville de Liège pour avoir une stratégie cohérente ou des recommandations cohérentes qui peuvent accompagner la mise en place du plan canopé de la ville de Liège. Donc ça, c'est vraiment d'une manière générale les résultats et j'aimerais faire un petit point sur les effets du changement climatique. Et donc, ce changement climatique s'accompagne souvent par un déplacement de 150 à 180 km des aires de répartition des espèces. Il y a aussi une augmentation de fréquence des phénomènes météo intenses, comme les fortes précipitations et la canicule. Ceci a un impact sur la capacité des arbres à se développer en agissant sur le taux de régénération, sur leur abondance et leur diversité. L'augmentation considérable de la température conduit à la prolifération des maladies et des parasites qui agira sur la diversité des espèces. Ces effets-là peuvent aussi être accentués par l'activité humaine en réduisant les surfaces perméables, en diminuant la connectivité écologique avec le milieu environnant. Ces effets sont perceptibles à court terme à petite échelle, mais la recherche maintenant essaye d'évaluer cet effet à long terme et à grande échelle. Donc, les arbres urbains ne doivent pas être considérés comme un élément déconnecté d'un écosystème déconnecté. La connexion des villes au milieu extérieur peut se faire à travers la canopée en renforçant non seulement la résilience des arbres, mais aussi celle de la ville. Et donc actuellement, il y a vraiment cette stratégie d'adaptation, cette volonté aussi d'adopter des stratégies d'adaptation qui permettent soit d'adapter la ville au changement climatique, soit d'adapter la palette végétale au changement climatique. Et donc cette adaptation peut se faire en agissant sur la sélection des arbres, sur leur plantation, leur gestion et sur le suivi de la stratégie à moyen et à long terme. Donc concernant la sélection des espèces, donc, elle peut se faire en étudiant le contexte local, que ce soit à l'échelle des projets d'aménagement ou à l'échelle du territoire, c'est-à-dire étudier le sol, la disponibilité en espace et en eau, définir et respecter la stratégie de diversification, donc,
soit comme le seuil de 15% recommandé par l'IMULER ou comme le seuil de 10% établi par la ville de Lyon. Il y a aussi d'autres stratégies de diversification en jouant aussi sur les strates, en jouant aussi sur les écotypes et la diversité en patrimoine génétique. La sélection des espèces est aussi basée sur la prise en compte de la tolérance des espèces au climat présent et aussi au climat futur. Comment les arbres vont réagir par rapport à une augmentation de la température ou inversement à une chute de température et comment elle s'adaptera aux futures conditions et aux futurs usages. Concernant la plantation et la gestion, il faut définir des normes en fonction des espèces choisies pour respecter leurs besoins en termes de sol, d'eau et d'espace et pour optimiser indirectement les services produits à la société. Et enfin, concernant le suivi, qui est vraiment essentiel dans ces stratégies-là, il peut se faire à travers une liste d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant d'évaluer l'évolution de ce patrimoine. Ce suivi permet aussi d'étudier la disparité en termes de plantation sur le territoire et d'essayer d'y remédier. Donc, il y a aussi la question des besoins. Donc, il faut vraiment qu'on puisse. L'idée, c'est de pouvoir respecter le besoin de la végétation. Et aussi, il y a aussi la réponse aux besoins et aux attentes des usagers et la population urbaine. Donc voilà, merci de votre attention et voilà, en espérant aller plus loin dans ces réflexions liées à l'adaptation de la ville à travers le végétal. Merci.